Bonjour. Le pelvis forme un ensemble ostéo-articulaire venant déterminer deux espaces que sont le pelvis majeur et le pelvis mineur. Cet ensemble ostéo-articulaire comprend le sacrum en arrière et sur la ligne médiane et de chaque côté les deux os coxaux qui, vous le savez, sont écartés en arrière l'un de l'autre entre lesquels s'interpose le sacrum mais qui se rejoignent en avant sur la ligne médiane au niveau de la symphyse pubienne. Pour mettre en place les parois pelviennes, nous allons construire en même temps et compléter en même temps trois vues que sont une vue antérieure, une vue médiale après avoir réalisé une section du pelvis dans le plan sagittal et une vue postérieure. Ces vues qui ont été préconstruites, nous allons les commenter rapidement. Sur la vue antérieure, dont l'orientation est crâniale et le côté gauche, nous représentons un hémibassin légèrement étendu vers le côté gauche. Vous reconnaissez les vues antérieures des 4e et 5e vertèbres lombaires, puis l'articulation lombo-sacrée, la face antérieure du sacrum avec le promontoire sacré qui correspond à la portion la plus antérieure du plateau sacré qui se prolonge latéralement par l'aileron sacré, puis la face antérieure du sacrum qui apparaît concave vers l'avant et qui est marquée par 4 paires de foramènes sacrés ventraux par lesquels émergent les racines ventrales des nerfs spinaux sacrés S1 à S4. Ces foramènes sacrés ventraux apparaissent reliés par des lignes transversales qui marquent la fusion des vertèbres primitives qui viennent constituer le sacrum. Vers le bas, le sacrum va présenter une surface articulaire pour le coccyx, dont nous plaçons ici de façon très rapide le contour antérieur. Latéralement, le sacrum va s'articuler avec l'os coxal qui se place dans un plan globalement antéro-postérieur et qui va nous montrer la crête iliaque dont le sommet se place en regard du niveau de la 4e vertèbre lombaire L4, ce qui correspond également au niveau de l'ombilique et ce qui va correspondre d'un point de vue artériel au plan de la terminaison de l'aorte abdominale. La crête iliaque se termine en avant, au niveau de l'épine iliaque antéro-supérieure, qui se prolonge par le bord antérieur de l'os coxal avec une incisure, l'épine iliaque antéro-inférieure. Puis nous avons ici le relief de l'acétabulum, dont nous voyons le pourtour antérieur et le pourtour postérieur, qui est plus bas. Dans l'acétabulum va venir se placer la tête fémorale. La crête du pubis, qui rejoint la région pubienne à ce niveau. Voici le pourtour de la ligne arquée qui va se prolonger par la crête du pubis, puis le tubercule pubien pour arriver à la surface symphysaire. La ligne arquée va marquer la limite entre le grand bassin et le petit bassin. Nous voyons ici le pourtour du foramen obturé qui va être obturé par la membrane obturatrice, laissant passer le pédicule obturateur qui passe dans le canal obturateur que nous voyons arriver à ce niveau. Vue antérieure. Si nous réalisons une section dans le plan antéro-postérieur et que nous regardons l'excavation pelvienne par en dedans, nous allons pouvoir montrer une vue médiale du pelvis qui va présenter les corps donc, des 4e et 5e vertèbres lombaires. Nous avons les disques L4, L5 et le disque L5, S1. En arrière, nous avons le canal vertébral et en arrière encore, les processus épineux des 4e et 5e vertèbres lombales. Voici la section du sacrum dont le bord antérieur apparaît concave vers l'avant et dont le bord postérieur va répondre au canal sacré que vient fermer en arrière la crête sacrée médiane. Nous voyons ici le pourtour postérieur de l'os coxal. Voici le coccyx et articulé avec le sacrum, l'os coxal qui va nous présenter sa face endopelvienne, marquée en haut par
l'aile iliaque et dont la partie médiale forme la fosse iliaque, limitée par la crête iliaque en haut, épine iliaque antéro-supérieure, épine iliaque antéro-inférieure, l'éminence iliopubienne, la crête du pubis. La ligne arquée qui nous aboutit à ce niveau à la surface articulaire symphysaire. Sous la ligne arquée, la face endopelvienne de l'os coxal va nous montrer la surface quadrilatère qui répond donc en profondeur à l'acétabulum et le foramen obturé apparaît à ce niveau. Le bord postérieur de l'os coxal, au-delà de l'épine iliaque postéro-inférieure, masqué ici par la section du sacrum, va nous montrer la grande incisure ischiatique, l'épine ischiatique, la petite incisure ischiatique, puis la tubérosité ischiatique sur laquelle, qui correspond au point d'appui du pelvis en position assise, se prolongeant en avant par la branche ischio-pubienne. Vue médiale, orientée crânialement et ventralement. Enfin, la vue postérieure va nous montrer les vues postérieures ébauchées des 4e et 5e vertèbres lombales, dont nous plaçons surtout ici les processus épineux et les processus transverses, dont nous allons avoir besoin dans un instant, la crête sacrée médiane, la crête sacrée intermédiaire, en dehors desquelles se trouvent les foramen sacrés dorsaux, et la crête sacrée latérale marque la face postérieure du sacrum, dont nous voyons apparaître à ce niveau le bord latéral. Voici le coccyx schématiquement ébauché. Et en vue postérieure, l'os coxal va nous montrer la crête iliaque dont le sommet se place en regard de la 4e vertèbre lombaire, puis le versant postérieur aboutit à l'épine iliaque postéro-supérieure, une échancrure, l'épine iliaque postéro-inférieure, la grande incisure ischiatique, l'épine sciatique, la petite incisure ischiatique, la tubérosité ischiatique, et nous voyons apparaître en perspective la face médiale du cadre obturateur qui va dans un instant être masquée par des éléments ligamentaires. Ainsi défini, le cadre osseux pelvien va donc définir deux espaces, deux régions, que sont le pelvis majeur, qui appartient à la cavité abdominale, qui est située au-dessus du niveau du promontoire, au-dessus de la ligne arquée du pubis, au-dessus de la crête du pubis, et qui va répondre aux deux dernières vertèbres lombaires et à la face endopelvienne de l'aile iliaque, c'est-à-dire la fosse iliaque droite, fosse iliaque gauche. Sous le niveau du promontoire et de la ligne arquée de l'os coxal, va se placer le pelvis mineur ou petit bassin, et la limite entre le pelvis majeur et le pelvis mineur va être constituée par un élément important en obstétrique qu'est le détroit supérieur. Le détroit supérieur que nous pouvons placer sur une vue supérieure, schématique, dont l'orientation va se faire vers l'avant et vers la droite, est délimité par le pourtour antérieur du sacrum, niveau du promontoire, aileron sacré, et il va globalement, ce détroit supérieur, venir s'inscrire dans la forme d'un cœur de carte à jouer. Alors il est très variable, on décrit des pelvis arrondis, des pelvis plats, des pelvis asymétriques, etc. Et il va se définir par un certain nombre de dimensions qui peuvent être mesurées en pelvimétrie et qui vont permettre de programmer l'accouchement. Ces diamètres sont un diamètre antéro-postérieur, il s'agit du diamètre conjugué dont la dimension moyenne est aux alentours de 11 cm. Si vous prenez le milieu du conjugué, le diamètre transverse médian est de l'ordre de 12 cm. La somme du conjugué et du diamètre transverse médian définit l'indice de Magnien, et cet indice de Magnien, s'il est supérieur à 23, va être favorable à un accouchement par voie naturelle, alors que s'il est inférieur à 20, eh bien, il est défavorable à un accouchement par voie naturelle.
Le diamètre transverse maximal, qui est situé en arrière du transverse médian, le diamètre transverse maximal est en moyenne entre 13 et 14 cm, et ce détroit supérieur se définit enfin par un diamètre oblique qui va schématiquement de l'articulation sacro-iliaque à l'éminence iliopubienne, et ce diamètre oblique est en moyenne de 12 cm. Le détroit supérieur, qui marque la limite entre le pelvis majeur et le pelvis mineur, correspond au plan de l'engagement de la présentation fœtale lors d'un accouchement par voie naturelle. Sous le détroit supérieur, le pelvis mineur va être défini à présent par un détroit, une deuxième dimension qui est le détroit moyen. Le détroit moyen se définissant comme le plan de rotation de la présentation fœtale lors de l'accouchement, c'est-à-dire lors du passage de la position d'engagement à la position de désengagement. Il se définit d'un point de vue morphologique par un plan théorique qui passe par les 2/3 supérieurs de la symphyse pubienne, l'épine ischiatique et le point de fusion de la 4e et de la 5e pièce sacrée. D'un point de vue clinique, le détroit moyen sera évalué d'un point de vue morphométrique par un diamètre antéro-postérieur qui est le diamètre sacropubien inférieur qui passe du bord inférieur de la symphyse pubienne à la partie distale du sacrum, et il est aux alentours de 11 cm. Un diamètre transversal qui définit le détroit moyen et la distance entre les extrémités des deux processus épineux, c'est le diamètre bi-épineux ischiatique qui, lui, est aux alentours de 10 cm en moyenne. La morphométrie du détroit moyen s'évalue également à partir de dimensions mesurées sur le sacrum, dont nous replaçons ici de façon simple le pourtour antérieur, avec ici le coccyx. Il va s'agir de la corde sacrée, qui est la distance entre le promontoire sacré, partie la plus antérieure du plateau sacré, et l'extrémité distale du sacrum. La corde sacrée est aux alentours de 10 à 12 cm, et la flèche sacrée correspond à la plus grande distance entre le pourtour antérieur du sacrum et la corde sacrée, cette flèche sacrée étant en moyenne de 1 à 2 cm. Enfin, le détroit inférieur va, lui, constituer le plan qui cloisonne la cavité pelvienne vers le bas. C'est l'ouverture inférieure du pelvis qui est limitée en avant par la symphyse pubienne, puis par la branche ischiopubienne, puis par la tubérosité ischiatique, et en arrière, eh bien, il va être délimité par la pointe du coccyx. Nous pouvons placer sur une vue inférieure ce détroit inférieur qui sera ici représenté de façon schématique. Voici en avant la symphyse pubienne, la branche ischiopubienne, la tubérosité ischiatique. On peut placer le bord antérieur ici du pubis qui va, et la partie toute antérieure du cadre obturateur, et placer en vue inférieure, toujours à ce niveau, le coccyx dont la pointe va délimiter le détroit inférieur en arrière. La vue de cette région en position clinique revient à examiner le périnée, et donc il sera visible sur une vue dorso-périnéale, position gynécologique, dont je présente à ce niveau le contour. Le détroit inférieur, qui marque l'ouverture inférieure du pelvis, va être défini par deux diamètres. Un diamètre transversal, qui est le diamètre bitubérositaire ischiatique, qui est aux alentours de 12 cm, et un diamètre antéro-postérieur, qui va du bord inférieur de la symphyse pubienne à la pointe du coccyx. C'est le diamètre pubo-coccygien, qui lui n'est que de 9 cm en moyenne. Lorsque l'on examine l'excavation pelvienne en vue supérieure, l'espace ouvert vers le bas va être cloisonné par le diaphragme pelvien, et donc la vue supérieure permettra de montrer le diaphragme pelvien.
En revanche, la vue inférieure permettra, quant à elle, l'examen de la région périnéale. Alors ces dimensions sont très importantes évidemment d'un point de vue de l'obstétrique et elles peuvent être explorées d'un point de vue clinique par quelques signes d'examen que nous allons citer ici et qui sont en vue antérieure la mesure du diamètre prépubien, c'est une mesure qui avait été proposée par Tria. Le diamètre prépubien correspond à la distance qui sépare les milieux des deux lignes de Malgaigne. Le diamètre prépubien de Tria est aux alentours de 12,5 cm en moyenne. Une autre évaluation, une autre appréciation clinique de ces éléments de pelvimétrie est cette fois-ci visible en vue postérieure. Il s'agit du losange de Michaelis. Le losange de Michaelis s'évalue en vue postérieure, dont nous plaçons ici quelques éléments de contour. Voici la région lombaire, le pourtour des versants postérieurs des crêtes iliaques, la région fessière avec le sillon interfessier, et ici donc le pourtour de la région glutéale. Voici le pourtour de la région fessière. Eh bien, le losange de Michaelis est la zone qui se définit par, en haut, le processus épineux de la 5e vertèbre lombaire, en bas, la limite supérieure du sillon interfessier, et latéralement, la fossette qui est délimitée par l'épine iliaque postéro-supérieure. Ce losange de Michaelis présente une longueur moyenne, une hauteur moyenne de 11 cm, une distance transversale moyenne donc entre les deux épines iliaques postéro-supérieures de l'ordre de 10 cm, et surtout, une asymétrie de ce losange est en faveur d'un pelvis asymétrique qui devra donc être pris en compte lors de l'accouchement. Voici donc pour la définition du pelvis d'un point de vue osseux, et cet ensemble osseux est articulé par des articulations qui, de façon globale, comprennent les articulations distales de la colonne vertébrale, donc les articulations L3, L4, L4, L5, L5, S1, que nous avions étudiées avec la morphologie de la colonne vertébrale, nous n'y reviendrons donc pas. Nous intégrerons également l'articulation sacro-coccygienne, qui va d'ailleurs avoir un rôle également dans les mouvements du pelvis, notamment lors de l'accouchement. Mais surtout, 3 articulations vont être particulièrement importantes d'un point de vue fonctionnel au moment de l'accouchement. Ce sont les 2 articulations sacro-iliaques entre le sacrum et les os coxaux et l'articulation interpubienne ou symphyse pubienne. Ce sont ces articulations que nous allons décrire à présent. L'articulation sacro-iliaque, tout d'abord, est une articulation synoviale de type torique et qui articule, qui met en présence la surface auriculaire de l'os coxal légèrement convexe et la surface auriculaire du sacrum légèrement concave. La surface auriculaire, on peut représenter ici de manière schématique la vue endopelvienne de l'os coxal droit, s'inscrit dans la forme d'une sorte de boomerang qui vient répondre ici à la face médiale de l'os coxal droit, dont vous voyez ici le versant postérieur de la crête iliaque, les épines iliaques postérieures, supérieures et inférieures, la tubérosité iliaque, et nous avons ici le départ de la grande incisure ischiatique. Les 2 surfaces articulaires en présence sont réunies par une capsule articulaire formant un manchon fibreux qui se fixe au pourtour des surfaces articulaires en présence, visible en vue antérieure de l'os coxal et sur la vue postérieure, masquée par le relief des épines iliaques postérieures. Cette capsule articulaire va être renforcée par des ligaments qui sont des ligaments capsulaires, épaississement de la capsule, et des ligaments extracapsulaires que l'on va trouver à distance. Les ligaments capsulaires sont les ligaments sacro-iliaques antérieurs qui renforcent
la face antérieure de la capsule articulaire, et des ligaments sacro-iliaques postérieurs, puissants ligaments qui s'insèrent à la face postérieure du sacrum jusqu'à la crête sacrée médiane, et qui vont venir renforcer la face postérieure de la capsule articulaire, ce ligament sacro-iliaque postérieur étant ici partiellement masqué par le versant postérieur de la crête iliaque et par le relief des épines iliaques postérieures. Dans la concavité ici de la surface auriculaire vient s'insérer un puissant ligament sacro-iliaque interosseux. À distance de la capsule articulaire, des ligaments extracapsulaires viennent renforcer cette articulation. Il s'agit d'abord du ligament ilio-lombaire tendu entre le versant postérieur de la crête iliaque et les processus transverses des vertèbres lombaires L4 et L5, ligament ilio-lombaire. Puis, plus bas, le ligament sacro-épineux étendu entre le bord latéral du sacrum et l'épine ischiatique. Ligament sacro-épineux dont la face profonde, la face médiale, va être renforcée par les fibres musculaires du muscle coccygien, qui est un des éléments du diaphragme pelvien et qui est un muscle qui est involué dans l'espèce humaine, mais qui, chez les animaux codés, c'est-à-dire les animaux munis d'une queue, va permettre les mouvements de la dite queue. En arrière du ligament sacro-épineux, le ligament sacro-tubéral est, quant à lui, tendu du sacrum et du coccyx à la tubérosité ischiatique. Voici ce ligament sacro-tubéral qui va se prolonger vers l'avant au niveau de la branche ischio-pubienne. Ligament ilio-lombaire, ligament sacro-épineux et ligament sacro-tubéral sont les trois ligaments à distance qui viennent renforcer l'articulation sacro-iliaque. Je replace ici le ligament sacro-tubéral et nous voyons d'emblée le rôle que ces ligaments sacro-épineux et sacro-tubéral vont avoir aussi dans le cloisonnement de la cavité pelvienne et en particulier le bord inférieur libre du ligament sacro-tubéral va lui venir limiter en arrière et latéralement le détroit inférieur. L'articulation sacro-iliaque est une articulation qui, hors de la période de la grossesse et dans la période proche de l'accouchement, a peu de mouvements, des mouvements de faible amplitude qui vont accompagner les mouvements de la ceinture pelvienne lors de la marche. Lors de l'accouchement et compte tenu de l'imprégnation hormonale de la parturiente, une hyperlaxité ligamentaire va autoriser des mouvements spécifiques de cette articulation qui sont les mouvements de nutation et de contre-nutation. Alors ces mouvements de nutation est un mouvement de bascule postérieure du sacrum qui va permettre l'ouverture du détroit inférieur lors de l'accouchement, ce qui va favoriser le passage de la filière pelvi-périnéo-vulvaire. Si l'on place de façon très rapide ici une vue latérale de l'os coxal, à travers laquelle apparaît ici le sacrum et le coccyx, eh bien, le mouvement de nutation va porter le sacrum et le coccyx vers l'arrière, ce qui se schématise comme ceci, mouvement de nutation. Et donc, l'éloignement du coccyx par rapport à la symphyse pubienne va augmenter le diamètre du détroit inférieur, ce qui va, vous le comprenez bien, favoriser l'expulsion du fœtus.
Cette nutation se fait par un mouvement de rotation du sacrum selon un axe transversal qui passe par le centre des deux articulations sacro-iliaques. Ce mouvement est permis, encore une fois, par une laxité ligamentaire particulière, permise au moment de l'accouchement par l'imprégnation hormonale. La contre-nutation, eh bien, c'est le mouvement inverse, c'est le retour du sacrum à sa position initiale. Si ce réemboîtement ne se fait pas correctement, une position vicieuse du sacrum dans l'articulation sacro-iliaque peut se constituer, ce qui peut être à l'origine de douleurs sacro-iliaques dans la période postpartum. La deuxième articulation importante de la région, c'est la symphyse pubienne qui, elle, va constituer le verrou antérieur de la ceinture pelvienne. Cette symphyse pubienne ou articulation interpubienne est une articulation de type amphiarthrose qui consiste en l'interposition d'un disque articulaire entre les deux surfaces symphysaires, disque articulaire qui présente des similitudes morphologiques avec le disque intervertébral, c'est-à-dire présentant une partie centrale pulpeuse et une partie périphérique fibreuse. Parfois, le centre du disque interpubien peut présenter une cavité liquidienne qui, bien sûr, n'a pas la signification d'une fente synoviale. Cette articulation interpubienne, nous pouvons la représenter de façon agrandie. Alors, il va me falloir un petit espace supplémentaire. Je vais prendre ici cette éponge et effacer le détroit inférieur de façon à pouvoir présenter en agrandi la symphyse pubienne. Voici donc les deux surface symphysaire, tubercule pubien droit, tubercule pubien gauche et branche crâniale du pubis, branche caudale du pubis, le pourtour antérieur ici du foramen obturé. Donc le disque interpubien s'interpose entre les deux surfaces symphysaires et il va être situé à l'intérieur d'une capsule fibro-conjonctive qui vient renforcer ce disque interpubien. Les moyens d'union de cette articulation de type symphysaire sont représentés par le ligament crânial du pubis, qui est un épaississement fibreux qui se situe au bord supérieur de la symphyse pubienne et qui va répondre à la ligne blanche de l'abdomen, qui correspond donc à la réunion sur la ligne médiane des aponévroses des muscles larges de l'abdomen, et également qui va répondre à l'insertion des muscles droits de l'abdomen qui viennent se terminer sur le tubercule du pubis, sur la crête du pubis et sur la symphyse pubienne. Voici le muscle droit de l'abdomen. Nous représentons ici l'insertion distale avec ce prolongement qui se fait au niveau du pecten du pubis et qui correspond au ligament pectiné, ligament de Cooper, qui va être utilisé en chirurgie, qui peut être utilisé en chirurgie de réparation des hernies. Mais surtout, la symphyse pubienne va être maintenue en bas par le puissant ligament arqué du pubis qui est tendu entre les deux branches ischio-pubiennes et qui délimite d'ailleurs avec la symphyse pubienne un espace dans lequel des veines vont pouvoir se drainer. Ce ligament arqué du pubis est un ligament puissant, tranchant, qui va contracter des rapports avec les éléments du périnée superficiel et en particulier le clitoris ou le pénis qui sont suspendus à cette région par l'intermédiaire du ligament suspenseur du pénis, ligament suspenseur du clitoris. Vers l'arrière, la symphyse pubienne qui forme un axe de 30 degrés sur l'horizontale chez les hommes et de 45 degrés chez les femmes va répondre à la vessie, dont nous plaçons simplement ici le bord antérieur prolongé par l'ouraque, relié à la vessie par de chaque côté des ligaments pubo-vésicaux. Et ces ligaments pubo-vésicaux expliquent
dans les disjonctions traumatiques interpubiennes des possibilités de plaies vésicales, voire de plaies urétrales. Voici ici l'urètre. Voici le ligament arqué, le ligament crânial du pubis, le ligament suspenseur. Nous plaçons ici le clitoris en vue médiale, en coupe médiale, et la symphyse pubienne va par ailleurs présenter des relations avec les fascias qui vont cloisonner la région qui se situe sous la peau, en arrière de la région pubienne et qui correspond à la région du périnée. Ceci expliquant donc les lésions périnéales qui peuvent compliquer des traumatismes de la symphyse pubienne. Cette symphyse pubienne est dotée de peu de mouvements, mais elle constitue un élément qui verrouille la ceinture pelvienne en avant, et donc les disjonctions pubiennes traumatiques doivent obligatoirement s'accompagner de troubles de la position des articulations sacro-iliaques, luxation sacro-iliaque ou éventuellement des fractures, notamment associées du cadre obturateur. Voilà donc pour la description des éléments osseux de cet ensemble ostéo-articulaire cloisonnant cet espace qui va être traversé par le fœtus lors de l'accouchement, l'engagement, lorsque la tête fœtale s'engage à travers le détroit supérieur, puis le désengagement ou rotation de la présentation dans le détroit moyen et l'expulsion lorsque le fœtus va traverser le détroit inférieur dont la dimension aura été augmentée grâce au mouvement de nutation permis par un assouplissement des ligaments maintenant la ceinture pelvienne dans la période de l'accouchement. Nous allons maintenant traiter les éléments musculaires de la paroi pelvienne, car effectivement, cette paroi est occupée par des muscles qui vont tapisser la paroi latérale du petit bassin, mais aussi qui vont fermer vers le bas l'excavation pelvienne. Pour mettre en place ces éléments musculaires, nous avons besoin de 3 vues. Une vue ici médiale, vous reconnaissez donc, et une vue médiale qui est un agrandi, bien sûr focalisé sur le petit bassin. Vous reconnaissez ici la section du sacrum, donc vous reconnaissez les pièces fusionnées S1 à S5, le coccyx, l'aileron sacré, la ligne arquée, la surface symphysaire en avant, le foramen obturé, la grande incisure ischiatique, l'épine ischiatique, la petite incisure ischiatique, la tubérosité ischiatique. Nous représentons par ailleurs une vue supérieure qui est délimitée en avant par la symphyse pubienne. Vous reconnaissez ici le tubercule du pubis, l'éminence iliopubienne, ce qui sont d'un côté le bord antérieur de l'os coxal tel qu'il sera vu en vue supérieure, épiniliaque antéro-supérieur, épiniliaque antéro-inférieur, la ligne arquée, le bord antérieur du sacrum, le niveau du promontoire sacré, qui correspond à la partie la plus antérieure du plateau sacré, et nous avons vers le bas, en perspective, la face antérieure du sacrum et le coccyx, l'ensemble étant convexe vers l'avant. Lorsque l'on observe le pelvis en vue supérieure, on va voir apparaître en profondeur, ici, la saillie des épines ischiatiques qui détermine, dont l'extrémité détermine le diamètre biépineux ischiatique, qui est un des éléments de mesure du détroit moyen. Enfin, nous placerons une coupe sagittale oblique qui passe dans l'axe de la vessie et de l'urètre et qui va passer par le foramen obturé. Replaçons à présent les éléments ligamentaires que nous avons défini tout à l'heure. Il s'agit du ligament sacro-épineux tendu entre le bord latéral du sacrum et l'épine ischiatique, en arrière duquel chemine le ligament sacro-tubéral
ligament sacrotubéral tendu entre le bord latéral du sacrum et un peu du coccyx, et qui va se terminer sur la tubérosité ischiatique et qui se prolonge au niveau de la branche ischiopubienne. Ces deux ligaments viennent fermer en partie la paroi latérale du petit bassin et contribuent donc à cloisonner l'excavation pelvienne. On va pouvoir placer sur notre vue ici supérieure, de chaque côté, le ligament sacro-épineux que nous plaçons à ce niveau et qui va contribuer donc à cloisonner la cavité pelvienne. En vue médiale, un autre élément fibreux qui va venir cloisonner la région est la membrane obturatrice. En effet, le foramen obturé est obturé par la membrane obturatrice qui s'insère au pourtour du foramen obturé et qui va ménager en haut un espace qui est le canal obturateur dans lequel s'engage le pédicule obturateur, c'est-à-dire les vaisseaux obturateurs et le nerf obturateur. Par le foramen obturé, la cavité pelvienne répond à l'espace, la loge médiale de la cuisse, et latéralement, eh bien, ici, la cavité pelvienne va communiquer avec la région qui se trouve en arrière de l'os coxal et du sacrum, c'est-à-dire la région glutéale. Plaçons d'emblée sur la coupe sagittale la membrane obturatrice qui vient fermer ici le foramen obturé. Les éléments musculaires sont à présent à décrire et ces muscles, eh bien, pour ces muscles, deux d'entre eux, nous allons simplement les placer à titre d'éléments topographiques puisqu'ils sont décrits précisément dans le cours sur le membre inférieur. Il s'agit de deux muscles pelvitrocantériens, les muscles pelvitrocantériens étant des muscles qui sont tendus du pelvis au grand trochanter. Ces muscles pelvitrocantériens qui nous intéressent et qui vont contribuer à délimiter la paroi pelvienne sont ici tout d'abord le muscle piriforme. Le piriforme, il s'insère à la face antérieure du sacrum, autour du deuxième et du troisième foramen sacré-ventraux. Il se porte en dehors et il s'engage dans la grande incisure ischiatique pour se terminer au sommet du grand trochanter. Lorsque le muscle piriforme s'engage dans la grande incisure ischiatique, il la scinde pour délimiter deux orifices. Vers le haut, au-dessus du muscle piriforme, le canal suprapiriforme dans lequel s'engage le pédicule glutéal supérieur. En dessous de lui, entre lui et le ligament sacro-épineux, le canal infrapiriforme livrera passage notamment au nerf sciatique, nerf ischiatique. Nous pouvons placer à ce niveau le muscle piriforme. Voici le piriforme tel qu'on pourrait le placer sur une vue supérieure. Il y a donc un effet ici de perspective, muscle piriforme. Et donc ce muscle piriforme va cloisonner la grande incisure ischiatique, permettant de délimiter deux espaces qui font communiquer la cavité pelvienne avec la région glutéale. On représentera le piriforme que d'un côté. Un deuxième muscle pelvitrocantérien, c'est le muscle obturateur interne qui va donc venir participer à la constitution de la paroi du petit bassin. Ce muscle obturateur interne s'insère à la face profonde de la membrane obturatrice et il va également s'insérer au pourtour du foramen obturé, délimitant lui aussi le canal obturateur pour les éléments, pour le pédicule obturateur. À partir de son insertion d'origine, ce muscle obturateur interne est constitué de fibres qui se portent vers l'arrière et qui vont
par l'intermédiaire d'un tendon, venir se réfléchir au niveau de la petite incisure ischiatique, c'est-à-dire se réfléchir sous le ligament sacro-épineux, sous l'épine ischiatique, entre elle et la tubérosité ischiatique, pour ensuite se trouver dans la région glutéale, accompagné des deux muscles jumeaux et venir se terminer à la face médiale du grand trochanter. Sur la coupe sagittale, on peut placer à ce niveau l'obturateur interne des deux côtés, et ce muscle obturateur interne va donc constituer une part importante de la face latérale du petit bassin. Fait important d'un point de vue topographique, l'obturateur interne est recouvert par un fascia. C'est le fascia de l'obturateur interne. Et ce fascia de l'obturateur interne, qui nous permet donc de recouvrir ici ce muscle et que nous plaçons à ce niveau sur la coupe frontale, eh bien, va donner insertion au muscle qui va venir vers le bas fermer l'excavation pelvienne. Et ce muscle, c'est le muscle élévateur de l'anus. Et nous plaçons ici sur la coupe frontale cet épaississement fibreux qui renforce le fascia de l'obturateur interne que je place à ce niveau sur la vue endopelvienne et qui forme ce que l'on appelle l'arcade tendineuse du muscle élévateur de l'anus ou arcus tendineus levator ani que nous abrégerons par l'acronyme ATLA. La paroi pelvienne, vous le voyez donc d'un point de vue ostéo-ligamentaire est donc constituée par la face endopelvienne de l'os coxal, la face antérieure du sacrum et du coccyx, et cloisonnée par les ligaments sacro-épineux, sacrotubéral et les muscles obturateurs internes recouverts de son fascia et ici le muscle pyrifre. Vers le bas, l'excavation pelvienne, alors on peut sur la vue supérieure, venir simplement représenter ici, sur la vue supérieure, l'obturateur interne recouvert par son fascia. Ce qui va nous permettre à présent de décrire les éléments qui vont fermer l'excavation pelvienne vers le bas. Ces éléments vont constituer le diaphragme pelvien, et ce diaphragme pelvien est constitué de deux muscles. Le muscle coccygien, dont nous avions évoqué rapidement l'existence et qui est ce muscle qui double la face profonde du ligament sacro-épineux, qui est le muscle de la mobilité de la queue chez les animaux codés et qui est bien sûr atrophique dans l'espèce humaine. Nous n'en parlerons pas. Le deuxième muscle, plus important, lui, c'est le muscle élévateur de l'anus, ou levator ani. Et ce muscle élévateur de l'anus présente lui-même deux parties. Nous avons une partie qui est le muscle iliococcygien, qui constitue la partie statique de l'élévateur de l'anus et qui, avec son homologue contralatéral, va venir constituer un hamac musculaire fermant en grande partie l'excavation pelvienne et sur lequel vont reposer les viscères du petit bassin. Au-dessus, donc en profondeur de l'iliococcygien, le contingent pubococcygien de l'élévateur de l'anus va lui constituer l'élément dynamique de l'élévateur de l'anus et qui va donc participer en particulier à renforcer l'appareil sphinctérien strié de l'urètre et de l'anus. Le muscle élévateur de l'anus, le muscle iliococcygien, donc le faisceau statique de l'élévateur de l'anus, prend son insertion sur le pubis et sur l'arc tendineux de l'élévateur de l'anus, renforcement du fascia de l'obturateur interne, tendu du pubis à l'épine ischiatique. On peut placer cette insertion d'origine à ce niveau, donc sur le pubis, et renforçant à ce niveau le fascia de l'obturateur interne jusqu'à l'épine ischiatique. À partir de ces insertions d'origine, le muscle élévateur de l'anus
est constitué de fibres qui se portent vers l'arrière et vers le dedans et qui forment donc une nacelle musculaire, un hamac musculaire qui va venir fermer en grande partie l'excavation pelvienne et sur lequel vont venir se reposer les viscères du petit bassin. Les fibres les plus antérieures du muscle iliococcygien se croisent du côté droit et du côté gauche et vont former ce que l'on appelle le raphé anococcygien qui va être tendu du canal anal à la pointe du coccyx. Les fibres les plus postérieures rejoignent le coccyx. Innervé par le nerf du muscle élévateur de l'anus, issu des rameaux ventraux des nerfs spinaux sacrés S3 et S4, ce muscle donc, va essentiellement avoir une action statique et venir fermer l'excavation pelvienne. On peut d'ailleurs ici sur la vue médiale replacer ici le raphé anococcygien et maintenant venir placer ici le muscle élévateur, le muscle iliococcygien droit s'insérant sur le pubis et l'arc tendineux de l'élévateur de l'anus et venant en arrière se fixer sur le raphé et sur le coccyx. Les deux muscles iliococcygiens droit et gauche ménagent sur la ligne médiane, en arrière de la symphyse pubienne, un espace qui est la fente urogénitale et qui va être traversé par les viscères pelviens sous-péritonéaux qui vont venir s'ouvrir au niveau du périnée et qui sont d'avant en arrière, l'étage urinaire avec à ce niveau l'urètre, puis nous allons prendre ici le modèle féminin, le vagin, et en arrière, le canal anal. Le contingent, le muscle iliococcygien, est renforcé à sa face supérieure par le muscle pubococcygien qui, lui, est formé, qui forme un muscle fusiforme. Ça n'est plus un muscle aplati cette fois-ci, muscle fusiforme qui s'insère à la face postérieure du pubis et qui présente un trajet antéro-postérieur d'avant en arrière et qui va venir se terminer sur le coccyx. Ce muscle pubococcygien va constituer le contingent dynamique du muscle élévateur de l'anus. Et il va, en particulier, dans son trajet antéro-postérieur, donner des fibres qui vont venir renforcer l'appareil sphinctérien externe strié de l'urètre, venir renforcer la paroi vaginale, ce que certains auteurs appellent le muscle pubo-vaginal, et venir, en arrière, renforcer le sphincter externe strié de l'anus. Certaines fibres vont même se rejoindre du côté droit et du côté gauche pour venir former une sangle postérieure à la face postérieure du canal anal, ce qui permet d'augmenter, en cas de contraction, la plicature du canal anal, ce qui va bien sûr intervenir dans la continence. On peut le comprendre très simplement en plaçant ici de façon schématique la jonction lombosacrée, le sacrum, le coccyx, le pubis en avant. Si on considère l'ampoule rectale et le cap anal, qui est le changement de courbure du rectum qui aboutit donc au canal anal et ensuite à l'anus, eh bien le muscle pubococcygien, ici le pubococcygien droit, qui relie le pubis au coccyx, va présenter des fibres qui vont venir s'entrecroiser avec celle du pubococcygien de l'autre côté, et cette sangle postérieure qui se constitue, lorsque le muscle pubococcygien se contracte, eh bien, va augmenter la plicature du cap anal, et cette augmentation de plicature va augmenter la continence. C'est ainsi
que l'on se retient de façon volontaire en cas d'envie pressante de déféquer. C'est ce muscle qui va, notamment dans la période du postpartum, être l'objet de rééducation périnéale pour traiter notamment les incontinences urinaires d'effort qui peuvent survenir au-delà des grossesses, ceci étant lié à la distension des tissus pelvipérinéaux lors de l'accouchement, puisque vous voyez aussi que ces éléments vont devoir s'écarter et, au moment de l'accouchement par voie naturelle, livrer passage au fœtus. Nous allons donc pouvoir compléter à présent la coupe frontale, où nous avions placé l'élévateur de l'anus, l'obturateur interne cloisonné par son fascia, parcouru par l'arc tendineux de l'élévateur de l'anus, l'arcus tendineus levator ani, et voici à présent l'élévateur de l'anus, dont nous plaçons à ce niveau le contingent iliococcygien, formant donc des deux côtés ce hamac musculaire, ouvert sur la ligne médiane au niveau de la fente urogénitale et parcouru à sa partie supérieure par le contingent pubococcygien dynamique de ce muscle. Cette coupe, on l'avait fait passer par la vessie et elle est située dans un plan qui est oblique, qui est dans l'axe de l'urètre, ce qui permet d'avoir la totalité de la longueur de l'urètre sur cette coupe que nous faisons s'aboucher à la vulve. Voici le méa urétral, puis nous allons avoir le relief de la petite lèvre, puis le relief de la grande lèvre de chaque côté, ce qui, avec la racine ensuite ici de la cuisse, ce qui va permettre à présent de cloisonner cet espace. Alors le cloisonnement va d'abord faire intervenir le péritoine pariétal qui recouvre l'ensemble, recouvre ici, on peut replacer pour mémoire ici le muscle iliaque, donc va cloisonner, va recouvrir le pelvis majeur, va venir se réfléchir à la face supérieure de la vessie et permet donc de faire apparaître à ce niveau la cavité péritonéale. Sous la cavité péritonéale se place l'espace pelvis sous-péritonéal ou espace sous-péritonéal, occupé d'avant en arrière par l'étage urinaire. C'est la coupe coupe schématique réalisée à ce niveau, puis l'étage génital et l'étage digestif tout à fait en arrière. Cet espace pelvis sous-péritonéal est limité en bas par le diaphragme pelvien, donc élévateur de l'anus, qui est recouvert à sa face supérieure par un fascia supérieur du diaphragme pelvien et recouvert à sa face inférieure par le fascia inférieur du diaphragme pelvien. Le fascia supérieur du diaphragme pelvien est lui-même parcouru par un épaississement fibreux que je place à ce niveau de façon schématique sur la coupe frontale et que l'on peut placer ici sur la vue supérieure. Le voici du côté gauche, le voici du côté droit. Cet épaississement fibreux est tendu du pubis à l'épine sciatique et renforce le fascia supérieur du diaphragme pelvien, constituant l'arcus tendineus fascia pelvis ou arc tendineux du fascia pelvien. Cet épaississement fibreux est utilisé par les chirurgiens gynécologues qui vont traiter chirurgicalement les hernies de viscères pelviens à travers la fente urogénitale, ce que l'on appelle des prolapsus. Sous le diaphragme pelvien, eh bien, nous allons avoir la région périnéale qui est cloisonnée par un système de fascia. Ces fascias eh bien, s'insèrent sur la branche ischiopubienne. Replaçons ici très schématiquement les branches ischiopubiennes limitées en arrière par les tubérosités ischiatiques.
voici la région du coccyx. Ces fascias s'insèrent sur la tubérosité ischiatique, sur la branche ischiopubienne, respectent souvent d'ailleurs un espace avec